Bonjour Jabril, Bonjour Dorian. je suis ravi de te retrouver aujourd'hui en tant qu'expert Stratexio sur le marché des États-Unis. Donc voilà, pour commencer, parle-nous peut-être de toi, de ton cabinet Triana Group et de ton expertise sur les États-Unis. Avec plaisir. Triana Group est une société basée à New York d'accompagnement au business développement international, euh, fondée il y a 15 ans, en 2008. Et pour ma part, je suis aussi basé à New York depuis presque 20 ans. J'ai passé 4 ans, en fait, je suis arrivé aux États-Unis en Californie. J'ai passé 4 ans à l'Université de Californie à Berkeley en postdoc. Ensuite, 2 ans dans le Michigan, dans le conseil aux entreprises américaines, en fait, dans un cabinet de conseil américain. Et puis, depuis à New York. Donc, j'ai plusieurs casquettes. J'enseigne à l'école d'ingénieurs de New York University dans l'innovation, l'entrepreneuriat et les projets de fin d'études. Et puis, j'ai donc cette activité de conseil au sein de Triana Group avec 120 entreprises accompagnées depuis la fondation, sans compter probablement plusieurs centaines, voire peut-être quelques milliers d'entreprises participantes à des conférences qu'on a organisées, des webinars, des programmes de formation de dirigeants et autres. Et puis j'ai aussi une activité de distribution, revendeur, qui est en fait une sorte d'extension de l'activité de conseil. On a un portefeuille de clients industriels auprès desquels on vend des technologies, produits, équipements industriels aux États-Unis, avec 200 clients industriels et puis 2500 entreprises engagées fortement dans nos programmes et dans le secteur de la santé aussi. Et là, en l'occurrence, en partenariat avec des sociétés de représentation commerciale partenaires depuis 10 ans, qui, elles, sont vraiment sur le terrain directement dans les hôpitaux. Ok, merci Jabril, c'est très intéressant. Donc pour rentrer dans le sujet, effectivement, on pourrait dire beaucoup de choses sur le marché des États-Unis. Peut-être est-ce qu'il y a un point particulier dont tu voudrais nous parler plus spécifiquement? Oui, en fait, c'est vrai qu'il y a un point que j'entends moins souvent et dont je suis devenu moi-même de plus en plus conscient. Donc, je comprends que c'est pas forcément celui auquel on pense a priori. C'est le côté quantitatif, presque scientifique de la gestion du développement, en fait, du business développement en général aux États-Unis qui est en fait une tendance de fond. Déjà, en fait, je pense, alors il est probablement, je pense on y pense plus dans son marché local, parce qu'une fois qu'on atteint un certain degré de maturité, ben, il faut mettre en place des process de gestion. Mais dès qu'on aborde le marché international, c'est intéressant parce que j'ai l'impression, alors corrige-moi si je me trompe, hein, mais que parfois on oublie un petit peu ses réflexes. On peut faire des impasses sur certains aspects, même d'une étude de marché, d'un plan de budgétisation, etc. Donc, on pourra y revenir. Mais donc, je dirais que c'est vraiment presque le manque de scientificité de l'approche et de la gestion du marché. Alors, je ne sais Ok, pas si c'est oui. clair. C'est Je peux te c'est- donner peut-être des exemples. Oui. c'est ce que j'allais te demander, Jabril. Effectivement, peut-être des exemples pour éclairer cette approche dont tu nous parles. Oui, oui. En fait, euh, les exemples, ils sont vraiment à toutes les étapes du développement. J'ai des exemples sur 120 missions, hein. Même souvent, elles sont au moment l'approche du marché. J'en ai qui sont aussi bien vraiment à cette étape-là, l'étude de faisabilité, que la planification. Ensuite, les premiers tests quand il y en a, la mise en place de l'activité si les tests sont validés, et ensuite la gestion de la croissance. Et on le trouve aussi dans des entreprises qui sont déjà relativement établies aux États-Unis, mais qui malgré tout n'ont pas passé ce cap
justement de cette maturité dont je parlais tout à l'heure, de vraiment gérer de manière plus scientifique. Alors c'est peut-être c'est une exagération, hein, parce qu'il y a quand même bien sûr la dimension humaine, mais même la dimension humaine, elle peut être presque scientifisée. Je pourrais te donner des exemples si tu veux. Et donc vraiment, c'est vraiment pour te donner des exemples là en termes d'étapes, c'est vraiment à tous les niveaux. Là, où que vous soyez dans votre démarche aux États-Unis, il y a vraiment quelque chose à retirer, un bénéfice très important à appliquer ce type d'approche. Ok, oui, hyper intéressant. Est-ce que peut-être tu aurais des exemples particuliers de chacune de ces étapes peut-être pour éclairer, pour donner un exemple à nos entreprises de ce que tu dis, ça signifie quoi exactement? Oui, oui, oui. Donc les exemples, il y en a, évidemment, il faut choisir, hein, il y en a beaucoup, mais à la phase en fait d'approche du marché, c'est en fait une diversification géographique qu'on est en train de mettre en place. Donc c'est une diversification. Qui dit diversification dit en fait remise en cause, ou en tout cas remise en question du couple produit-marché. En fait, on a le produit, mais on oublie parfois que le succès de l'entreprise, il est basé sur un alignement du produit-marché. Et la clé du succès, c'est en fait, c'est pas le produit, c'est la réponse à un besoin dans un contexte particulier, un contexte concurrentiel et réglementaire et ainsi de suite. Et donc, en fait, on perd cet alignement. Et il y a aussi une tendance, en fait, encore une fois, vraiment pour être scientifique, sans vouloir exagérer, mais une tendance à la fois humaine et culturelle, culture de groupe, qui est qu'en fait, on ne cherche que les informations qui valident notre a priori. Et sinon, on ne pourrait pas gérer l'information. Et donc, si on cherche à valider que le couple produit-marché existe aux États-Unis, en se disant de toutes les manières, le marché est tellement vaste on va bien pouvoir trouver une niche quelque part. Ceux qui font l'erreur encore plus importante, c'est le marché est tellement vaste, il est énorme, on perd la ligne. Mais ceux qui pensent être un peu plus rationnels, dire OK, on est d'accord qu'on ne va pas forcément pouvoir avoir une grande part de marché, mais même une petite part de marché, même un 0,1% de ce marché, c'est tant pour nous. Mais c'est purement théorique. Moi, je connais des gens qui étaient partis sur cette démarche-là, enfin, avec une approche qui pensait être très raisonnable. Et en fait, il y avait pas, ils avaient calculé 1%, et, mais en fait, le résultat, c'était 0%. C'était littéralement quasiment zéro. On dirait, ils étaient largement en dessous de leur point mort, en fait. Donc, même le scénario en fait, une catastrophe, on va dire, était encore pire que ça. Donc, à l'étape de l'étude de faisabilité, c'est en fait une étude des quantitatives. Alors, après avoir passé par une étude qualitative, une étude quantitative objective auprès de la clientèle, en fait, la clientèle cible. Qui sont-ils? Que pensent-ils du produit? Est-ce qu'ils ont ce sentiment de pain point? Est-ce qu'ils ont est-ce que les problèmes que nous, on pense pouvoir résoudre, est-ce que c'est des problèmes pour eux? Comment actuellement ils résolvent ces problèmes? Euh, quel est leur degré de satisfaction, la loyauté à leurs pratiques actuelles ou leurs fournisseurs actuels? Euh, Est-ce que c'est suffisant pour qu'ils changent, pour qu'ils testent? Combien sont-ils prêts à payer? Et ça, c'est vraiment au niveau des utilisateurs. Après, il y a aussi la question de que pensent les partenaires. Est-ce qu'on va pouvoir vendre aux utilisateurs? À qui font-ils confiance? Vers qui vont-ils quand il faut acheter quelque chose? Euh, et donc, il faut aussi avoir des entretiens avec les distributeurs. Dans certains cas, il y a des entreprises qui disent, ah, mais nous, de toute façon, on va passer par un distributeur qui connaît le marché. Donc, ils se concentrent sur trouver un distributeur. Ensuite, vous savez, quelle est la complainte la plus fréquente parmi les entreprises françaises, ou d'ailleurs en général, hein, pas uniquement françaises, vis-à-vis de leurs distributeurs aux États-Unis? À votre avis, Non. c'est... Non?
En fait, c'est que ils vendent pas autant qu'ils pourraient ou qu'ils Mm, devraient, et que donc en fait, on se plaint des distributeurs. Et mm, fréquemment, c'est la faute du distributeur. En fait, les distributeurs, parfois, ils acceptent de prendre le produit, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont le pousser, ils vont le vendre. Et s'ils voient qu'il n'y a pas il y a pas de demande, ils délaissent le produit. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'études auprès des utilisateurs. Et ça, c'est en B2C et en B2B, hein, même en B2B. Et donc, bref, donc c'est faire l'impasse sur ces études en fait qu'il faut faire à la fois d'études de besoins, vraiment multidimensionnelles, et ensuite quantifier ça. Parce que, encore une fois, là, je peux vous donner un exemple très concret. On vient de faire pour une première phase vraiment de pré-approche du marché, des entretiens auprès de professionnels et des entretiens auprès d'utilisateurs, en fait. Les professionnels, je veux dire les revendeurs, et ensuite les utilisateurs finaux. On a fait une première série d'entretiens en 10 entretiens, et parmi lesquels, en fait, on se rend compte que le niveau d'intérêt vis-à-vis du produit existe, il est suffisant, mais on leur a demandé quel est le prix qu'ils seraient prêts à payer pour une solution qui viendrait améliorer en fait la situation actuelle. Et le prix, il est très faible par rapport, il est bien inférieur à ce qui rendrait en fait économiquement faisable cette transaction. Et ensuite, bon, le résultat, c'était oui, mais bon, vous comprenez, peut-être que c'est parce qu'ils ne comprennent pas, etc. Donc, on a refait la même chose en donnant plus d'informations et en fait, qui était déjà suffisante, hein, mais c'était juste pour indiquer un petit peu ce que tu imagines. En fait, euh, on essaye de valider ses a priori. Donc, eux, ils trouvaient dans les résultats sur une petite dizaine d'entretiens ce qui validait, en fait, et non pas ce qui invalidait. Et moi, je joue l'avocat du diable. Et donc, j'essayais de leur dire. Et donc, on a refait la même chose avec 40 entretiens. Et en fait, parmi les 40, c'était clair qu'il y a, il y a une fraction, en fait. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de marché. Il y a une fraction qui est vraiment une niche qu'il faut, en fait, ça nous a permis d'identifier cette niche et ne pas se tromper. Et donc, il faut trouver ensuite le distributeur ou le partenaire qui a cette clientèle en particulier. Sinon, on va aller chercher un distributeur qui peut-être a une plus grande clientèle, donc on est plus content, mais en fait, qui ne va pas la vendre. Bref, donc ça, c'est un exemple au niveau de l'étape vraiment de la faisabilité. Un autre exemple, c'est tout simplement des sortes d'ailleurs, c'est un peu lié à ça, c'est les heat maps. Alors, je ne sais pas comment on appelle ça en français, les heat maps. C'est une représentation, en fait, comme une matrice, mais colorée, avec des zones donc plus ou moins rouges, vertes, selon l'alignement, en fait, par exemple, de l'alignement couple produit marché ou si on a plusieurs types d'options et ainsi de suite, sur quels segments elles sont les plus, euh, comment il y a plus de demandes, et ainsi de suite. Enfin, on peut l'appliquer à de diverses manières. Et c'est une manière vraiment très visuelle et objective. Derrière, en fait, c'est du travail quantitatif ou alors de l'analyse de contenu euh, d'entretien, mais ensuite quantifié, qui permet vraiment de voir en face de vous là où se trouvent les opportunités. Et pour donner un exemple, on a accompagné l'équipe d'innovation d'une ETE. En fait, ils avaient une série de nouveaux produits à lancer sur le marché et ils voulaient, en fait, pour eux, c'était essentiel qu'il y ait un potentiel aux États-Unis pour qu'ils puissent ensuite lancer les produits qui pourraient ensuite arriver à des degrés d'ampleur, en fait, de vente suffisamment importants. Donc, on a fait, c'était une étude mondiale, mais on a fait le côté, enfin mondial d'ailleurs, mais en utilisant surtout le marché américain comme le benchmark. Et donc, auprès d'entretiens, via des entretiens, on a permis d'identifier, en fait, si tu imagines en fait, je pourrais le montrer en fait, hein, donc la matrice, elle a des produits et des segments, des secteurs d'application. Et donc, ils avaient une série de produits et on voyait en fait à la fois certains secteurs d'application en rouge, en fait, qui avait beaucoup plus de rouge que de vert. Et rouge, c'est vraiment ce qui est hot, en fait, ce qui est vraiment
chaud, qui est vraiment où il y avait un fort degré d'intérêt de la part des professionnels et des utilisateurs vis-à-vis de ce type de produit. Et aussi vis-à-vis des secteurs, enfin, des secteurs d'application et des produits. Donc, on voyait soit une approche stratégie produit où on prend un produit, on met, et en fait, on en a vu, il y en avait 2 ou 3, en fait, parmi une dizaine. On avait fait première analyse, ensuite, on a fait une shortlist d'une dizaine. Et donc, parmi la dizaine de produits, il y en avait 2 ou 3 qui, en fait, avaient le plus d'intérêt au niveau de plusieurs secteurs d'application. Donc, on avait en fait, c'était des lignes beaucoup plus rouges que d'autres. Et aussi, au niveau des secteurs d'application, il y avait certains secteurs d'application, de façon plus générale, qui étaient plus friands d'innovation, qui avaient, en fait, donc, il y avait des colonnes, en fait, qui étaient beaucoup plus rouges que d'autres. Et donc, ça a permis à l'entreprise, en fait, de se dire, OK, si on développe sur une approche plutôt métier, secteur d'application, et on va devenir l'alimenteur d'innovation dans ce secteur, et bon, donc c'est des questions stratégiques qui se posent, ou est-ce qu'on va prioriser un produit et on va le pousser multisectoriellement sur le marché. Et en fait, c'est ce qu'ils ont fait. Et en fait, ça a très bien marché. Alors, il y a eu un facteur de chance aussi parce que c'est un produit qui a été porté par le Covid. C'était une étude qu'on avait faite à peu près 1 an avant. Ils étaient vraiment prêts en fait, leur objectif de vente, c'était je crois, il fallait qu'ils aient 40 millions de dollars de ventes annualisées pour que ça vaille le coup en fait d'investir. Et quand je leur en ai parlé, ils ont dit que c'était largement au-dessus en fait. Mais là, ils ont de la chance. Mais malgré tout, c'est pour donner un exemple en fait de ce que représente une approche un peu plus scientifique au niveau de la prise de décision initiale. OK. Donc en fait, cette approche, quantitative va permettre, de verrouiller un maximum de points pour, se confronter réellement à la demande du marché, aux besoins du marché et de vraiment rentrer dans le détail avant de prendre la décision, quoi. Bah, Voilà. avec les exemples que tu nous as donnés. Voilà, c'est ça, tout à fait. OK. Alors, pour les entreprises qui ont euh, une culture très entrepreneuriale, c'est difficile à faire parce que elles veulent aller vite, elles ont raison parfois. Mais donc, ce qu'on fait, c'est dans ces cas-là, c'est de bien souligner que tout ça, c'est fait au contact du terrain, en fait, du marché. Et donc, par exemple, les entretiens, en fait, s'ils veulent considérer que c'est un entretien de prospection, soit c'est effectivement parce qu'on parle à des gens qui sont sur le terrain. Pareil pour les consommateurs. Si c'est des consommateurs ou des utilisateurs finaux qui ne sont pas forcément les décideurs, s'ils sont consommateurs, oui, mais les utilisateurs finaux, c'est quand même, on bâtit un petit peu un premier pipeline de futurs utilisateurs. S'ils veulent tester, il y en a qui disent parfois, ben, j'aimerais bien tester pour voir ce que ça donne. Le test, on place la machine chez eux ou le produit dans le cadre bien structuré d'un accord qui, s'ils souhaitent le garder, ils peuvent ensuite payer avec des prix avantageux, etc. Donc ça permet en fait, pour ceux qui veulent vraiment avoir cette approche plus terrain, de se rendre compte que ils avancent, ils n'ont pas l'impression de faire de l'étude. Et un autre souci, c'est que sinon, ils n'arrivent pas à justifier l'étude, en fait, même en interne. Ils n'arrivent pas à se dire, ben, je dis par exemple, 30 000 dollars pour une étude de ce type, comme je l'avais indiqué, pour eux, ils n'arrivent pas mentalement à faire ça. Alors que si c'était pour aller dans un salon et faire une présentation, à moins qu'il soit sponsorisé, etc., mais moi, ça m'est arrivé d'avoir un budget de 30, 40, 50 000 dollars pour un salon. Et en plus, sans même les coûts cachés, parce que le temps des managers, si on compte tout ça en temps, le temps de préparation et ainsi de suite, on est largement au-dessus des 50 000 dollars. Et ils se disent, oui, ben, ça nous permet de tester, de comprendre le marché. Mais en fait, c'est pas la même chose. On peut pas, c'est juste un microcosme de salon. Et donc ça, c'est aussi un autre élément à vraiment essayer sur lequel il faut réfléchir, je pense, et méditer un peu. Enfin bref, donc je m'arrête là. Oui. Maintenant, ça, c'était vraiment sur la partie approche du marché. Maintenant, si tu veux, on peut parler des prochaines des étapes suivantes aussi, parce que c'est la même chose d'ailleurs. Oui, bien sûr, parle-nous des étapes, les étapes d'après, en fait. Alors, l'étape d'après, c'est une fois qu'on a validé l'existence d'un marché, ou en tout cas, on a trouvé la manière de l'aborder, etc., il faut mettre en place un plan. Le plan, il peut être soit très, très formel, relativement complexe, parce que on est dans des niveaux d'investissement importants. Évidemment, plus le niveau d'investissement est important et les enjeux sont importants, plus le plan doit être réfléchi et détaillé. Si par exemple il s'agit d'ouvrir une usine ou de faire une acquisition, etc., on est sur des horizons qui sont temporels plus importants. Ça donnerait à l'esprit de personne de le faire sans études vraiment euh, très détaillées. Et dans des niveaux d'investissement aussi en termes d'études, de faisabilité, de planification, etc., qui sont largement au-dessus des budgets dont je mentionnais tout à l'heure. Pour te donner un exemple, alors nous de notre côté, on est une PME dans ce secteur-là, disons, hein. Donc, on n'est pas au niveau des grands cabinets de conseil, hein. Si une grande entreprise française, une grande une TE fait appel à Ernst Young, par exemple, hein, pour ne citer qu'un, mais leurs budgets sont très largement supérieurs. Euh,
et il déploie beaucoup plus de monde. Nous, on est sur des budgets, le plus important était dans les 250 000 dollars, mais on parle vraiment d'une entreprise quand même de taille importante, cotée en bourse, et sur à peu près 18 mois. Mais qui leur a permis ensuite de se positionner sur des partenariats l'ampleur, c'était dans les 200 millions de dollars. Et aussi, bien sûr, ensuite, des niveaux beaucoup plus importants, bas, donc des budgets beaucoup plus bas que ça. Euh, mais pour en venir à quoi? Pour en venir à l'approche agile, en fait. Je pense que moi, quand j'étais à l'école, pourtant j'étais dans une promotion entrepreneuriat, et en fait, on nous apprenait à faire des business plans. On nous avait jamais appris l'approche agile, en fait, parce que c'est devenu beaucoup plus populaire plus récemment. Et la lean startup, hein, la lean methodology, c'est l'approche itérative. Et donc, avec des tout petits budgets, parfois vraiment très en dessous de ce que je citais tout à l'heure, on arrive quand même à valider, passer des étapes et ensuite itérer et progressivement investir de plus en plus, mais au moment où on sait qu'on a atteint certaines étapes. Bref, cette approche itérative elle-même, elle est presque elle est scientifique. En fait, c'est l'approche laboratoire, en fait, finalement, hein. On fait des tests, mais de manière réfléchie. Et donc, il y a des entreprises qui continuent, croyez-le ou pas, mais moi j'en vois encore beaucoup, qui ont cette approche, mais sans l'appeler comme ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est comme si quelqu'un allait dans un laboratoire, faisait des tests, mais qui ne prenait pas les notes de laboratoire. Il ne disait pas, bon, alors là, je vais faire un test et je vais tester dans telle condition, telle condition, telle condition. Je vais aller voir tel critère, tel paramètre. Je vais prendre note, je vais mesurer. Ce qui ne marche pas, je vais ajuster. Ce qui va plutôt dans le bon sens, je vais en faire davantage. Si ça ne marche pas, je vais essayer de comprendre pourquoi, mais vraiment aller jusqu'à la cause réelle, profonde de la raison et non pas la cause. Pour donner un exemple, c'est la faute du consultant ou c'est la faute du commercial ou c'est la faute du distributeur. Voilà. C'est la faute du VIE. Enfin, bref, ça, c'est pas la cause. C'est donc aller jusqu'à la racine du problème. Et bref, donc, et tout ça, c'est un travail de laboratoire. Et donc, on peut avoir cette approche itérative et de test, mais à condition de le faire dans des conditions vraiment bien structurées. Et, euh, et donc, bon, là, c'est aussi quantitatif dans le sens où quoi? Dans le sens où si on n'a pas pris en note les bons KPIs, les bonnes métriques, euh, on va mesurer les résultats et la cause des résultats sans en fait mesurer la vraie cause du résultat. Je vais donner un exemple. On a aidé, ça m'arrive fréquemment d'aider des entreprises à auditer leur situation aux États-Unis, et d'ailleurs en général sur le marché, euh, et essayer justement d'arriver à cette root cause pour ensuite pouvoir mettre en place les solutions. Et l'exemple que je vais citer, c'était une entreprise qui avait des commerciaux qui n'arrivaient pas à obtenir suffisamment de ventes. Et donc, le dirigeant disait quoi? Ces commerciaux, ils n'envoient pas assez de cotations. Il faut qu'ils envoient plus de cotations. Et donc là, ce qu'il a fait, ce qu'il avait donné comme directive à ses commerciaux, c'était, eh ben, les gars, quand vous allez en rendez-vous, voilà comment vous obtenez une cotation. Il faut que vous sortiez du rendez-vous avec le client, vous dites, oui, oui, envoyez-moi une cotation. Et en fait, donc, eux, ils disaient, mais c'est ce que je fais. Alors, il dit, oui, mais regardez, moi, je vais vous expliquer comment je fais ça en France. J'explique, je visite, bon, c'était en l'occurrence, c'était des visites d'usine. J'explique, je regarde, j'ai un rôle de consultatif, donc je leur donne des idées. Je dis, vous savez, ici, pourquoi vous faites comme ça? Il a très bien fait, hein, il a raison. Plutôt que de dire, il faudrait que vous fassiez ça, pourquoi? Alors ils se disent, et donc du coup, il les fait réfléchir, et ensuite il leur dit, vous savez, si vous voulez, je peux vous proposer une solution pour ça. Ah oui, donc ils demandent. Donc c'est vraiment des très bonnes pratiques commerciales, sauf que
euh, eux, quand ils ont testé ça, ça a augmenté légèrement la demande de cotation, mais ça n'a pas résulté à un taux de conversion suffisant. Et moi, ce que j'ai dit, c'est, OK, il faut qu'il... Regardons la racine. Donc, en fait, quand on est remonté une étape plus bas dans le process, ou plus haut, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'avait pas suffisamment de rendez-vous. Donc, il fallait qu'ils augmentent les rendez-vous. Donc là, on est passé à cette étape-là. Bon, en fait, on s'est rendu compte dès la première fois, hein, mais disons en termes d'essayer d'appliquer des solutions, il disait, oui, non, non, c'est bon, j'ai compris. Il faut en fait qu'ils prennent plus de rendez-vous. Donc, je vais passer plusieurs étapes en termes de réflexion. Ça a pris plusieurs semaines. Et en fait, ce que j'ai été retrouver les performances du marketing. Et lui, en réunion, il disait, regardez, notre équipe marketing ils sont tellement bons, ils envoient leur newsletter, l'objectif de nombre de newsletters, ça part comme une horloge. Ça a été envoyé à tant d'entreprises. Ils envoient leur social media. Il y a des likes. Et en fait, déjà, il y en avait très peu. Donc, en fait, quand on a fait un benchmarking, ce que j'ai proposé, c'est de faire un benchmarking. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les taux d'ouverture des newsletters, il était excessivement bas. Le taux de clic était excessivement bas. Les gens qui arrivaient, le taux de bounce, en fait, de rebond des gens qui même cliquaient, il était très élevé. Ce qui veut dire qu'en fait, c'était en fait en général, c'est un signe que le site web ne se charge pas suffisamment bien, ou alors que la première page, en fait, est vraiment, par exemple, dans la mauvaise langue. Il y avait parfois des malfonctionnements, des choses comme ça, où ils arrivent vers la mauvaise page. Et ensuite, le taux de demande de rendez-vous ou d'information était très bas. Et aussi parce que quand ils ont cette approche de push, en fait, c'est le commercial qui doit obtenir les rendez-vous, il n'y avait pas les bons déclics, en fait, on appelle ça les call to actions sur les pages, les landing pages, qui font que des gens vraiment intéressés, ils n'avaient que deux possibilités, soit demander un rendez-vous, ou éventuellement télécharger le catalogue, soit on ne saura jamais qui ils sont. Et donc, on avait un taux de déperdition. Et ça, c'est parmi ceux qui n'avaient même pas rebondi, qui était élevé. Donc, il fallait réfléchir à cette approche de inbound, en fait, marketing. Les meilleurs commerciaux, les commerciaux sont quand même ils sont payés suffisamment bien, quoi. Et que les bons commerciaux ont des bonnes bases et des incentives. Et donc, demander à un commercial d'utiliser son temps pour faire de la prospection sur un pool de prospects pas suffisant, et puis à eux de se débrouiller pour aller prospecter, alors qu'à côté de ça, on avait un taux de non-ouverture, de non-clic ou de rebond ou de gens qui viennent sur le site mais qui ne demandent rien, élevé, c'était dommage. Donc, encore une fois, c'est en calculant tous ces chiffres-là qu'on a pu se rendre compte qu'en fait, le problème, il était collectif et que c'était vraiment sur l'ensemble du process marketing jusqu'à la vente. Et ça a fait un déclic. J'ai d'autres exemples. Mais en fait, grosso modo, j'avais un autre exemple, mais on n'aura pas le temps de regarder là. Si tu penses que ça peut être intéressant, on peut en avoir toute une série pour plus tard, d'études de cas, je les ai ailleurs, mais grosso modo, c'est un petit peu comme quand on a un iceberg, en fait, et dès qu'on commence à creuser, en fait, on se rend compte qu'on a énormément de potentiel. Si tu veux, je peux donner un exemple d'entreprise qui était déjà établie et qui était arrivée à un degré de maturité, mais qui n'arrivait pas à passer à l'étape suivante. Et c'était un peu le même principe. Je peux t'en parler si tu veux. Oui, bien sûr, Jabril, parle-nous-en parce que c'est un peu le cas de certaines entreprises Stratexio qui n'arrivent pas effectivement à passer le step d'après. Donc, avec plaisir pour en parler. Ok, super. Euh, En fait, l'exemple que j'allais donner, j'en ai deux. Un qui est simple et rapide et l'autre un peu plus, j'essaierai aussi de résumer. Le premier, c'était une entreprise qui avait trouvé un distributeur, mais qui était un peu dans cette cas de figure. Le distributeur n'arrivait pas à décoller les ventes. Alors, ni l'un ni l'autre était content.
Et en fait, je leur demandais, mais comment vous l'avez trouvé ce distributeur? Et en fait, ben, on s'est rencontrés dans un salon, voilà, ils étaient intéressés, et ainsi de suite. Et, euh, et donc en fait, c'est le côté opportuniste, en fait. Et du coup, l'activité américaine de l'entreprise est essentiellement basée sur euh, une opportunité qui s'est présentée à un moment donné. En général, le résultat d'un peu de travail de proactivité, c'est-à-dire on a été sur un salon, on s'est renseigné, etc., euh, où on a confié une mission, une mini-mission à un organisme pour essayer de trouver des partenaires. Donc on en a trouvé un, on signe, et ensuite, bon, on s'arrête là. Euh, En fait, rien que très récemment, j'ai eu le cas d'une entreprise qui avait la même chose. Alors, ils sont un peu plus en amont, mais ça représente bien ce qui se passe plus tard. C'est quelqu'un qui a été dans des conférences internationales, qui connaît un certain nombre d'acteurs américains, et donc se dit, bon, j'ai les relations, mais j'aimerais bien quand même, je sais qu'il y a le top 10. Je connais trois quatre personnes enfin trois quatre des top 10. J'aimerais bien pouvoir aller me présenter notre entreprise au reste pour parler affaires, voilà, et avoir plus d'options. Ce qui est très bien, c'est donc une démarche tout à fait raisonnable. Euh, mais en fait, la réalité, moi je l'ai faite aussi pour donc l'autre exemple que je donnais, euh, c'est que le top 10, c'est des entreprises qui sont pour qui nous, en tant qu'entreprise, souhaitons être en partenariat avec eux. On n'est même pas en dessous du radar. On est tellement petit que on va déployer un niveau d'énergie pour avoir un rendez-vous et ensuite essayer d'arriver à un résultat que euh, c'est quasiment impossible. Et donc, ou alors à des niveaux de budget qui sont énormes, hein, parce qu'il faut avoir un calibre de personnes pour avoir qui va avoir les relations, la capacité de préparer un meeting comme ça, d'avoir les relations, d'être en meeting, de vraiment présenter tous les éléments nécessaires et ainsi de suite, et ensuite faire le suivi jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose. On parle d'un calibre de personnes et de budget et de temps et de complexité, etc., de décision qui est, et en plus, on est en concurrence avec des entreprises du monde entier, enfin, non seulement des très bonnes entreprises françaises, déjà, si on est français, on n'est pas les seuls, en général, mais aussi il y a les Américains, il y a les Singapouriens, il y a les Japonais, les Coréens et les Israéliens et ceci et cela, hein. Donc, donc pourquoi? Pourquoi faire ça alors qu'à côté de ça, il y a des dizaines d'entreprises qui sont des PME américaines ou des ETE américaines qu'on ne connaît pas par définition parce qu'elles ne sont pas au niveau international, mais qui sont quand même très élevées, très grandes. Moi, j'ai travaillé pour une entreprise américaine qui est considérée comme une ETE ici. Ils étaient à 1 milliard. Quand on avait fini, j'étais pour rien, hein, une petite fourmi dans la grande mécanique, mais on est passé à 2 milliards. Et ça, c'était en 2 ans. Et il n'était encore que sur 26 États américains. Et pour eux, l'international, c'était vraiment encore très loin. Et bref, donc c'est quand même. Donc personne n'en avait entendu parler. Donc cette personne qui est à l'étranger, qui se dit non, non, mais moi je veux avoir le top 10. euh, oui, ils disent le top 10 parce qu'ils ne se rendent pas compte que parmi le top 50, il y a des entreprises de taille déjà 10, 20, 50 fois plus grandes que soi-même Hmm. et beaucoup plus à l'écoute en fait potentiellement. Et ensuite, donc, j'ai un slide hein, que je pourrais montrer qui montre un petit peu comme on dit, le tier, la manière dont le marché est tiered, c'est-à-dire le tier 1, même si ce n'est pas vraiment des tiers, mais l'essentiel du marché est certes dominé par les très grandes entreprises qui sont visibles, mais ensuite on a un second tier qui est en général quelques dizaines d'entreprises qui sont entre on va dire dans les centaines de millions, voilà, dans les 200, 300 millions, etc., plus ou moins. Et puis ensuite, on a encore le troisième tier, qui est potentiellement 100, 200, 1000 entreprises qui sont beaucoup plus proches de la taille que nous, on a en tant qu'entreprise qui arrive sur le marché.
Et là, on a accès aux dirigeants, on a leur écoute. Parfois, enfin souvent, ça arrive que eux sont demandeurs, ils veulent avoir des technologies, des innovations, ils ont quand même un portefeuille de clientèle qui est largement suffisant et avec qui on va pouvoir grandir eux-mêmes. Je peux donner l'exemple d'une entreprise, en l'occurrence norvégienne, mais qu'on a mis en relation par justement ce process d'aller chercher bien au-delà du top 10. Euh, on peut aller jusqu'à 1000 entreprises pour un pré-screening et ensuite faire une shortlisting selon des critères. On est arrivé à une entreprise du Texas qui est venue même à New York. Le dirigeant et son CTO sont venus spécifiquement pour une journée entière de meeting avec l'équipe de l'entreprise norvégienne. Et ils voulaient repartir au Texas avec un deal. C'était à l'américaine, quoi. Les Texans, le type, vraiment, il avait tous les moyens. Il leur avait proposé un deal que, franchement, je pense qu'on ne peut pas refuser. Il prenait sauf que, bon, il y avait quand même, évidemment, des avantages et des inconvénients. Il disait, moi, j'ai tout ce qu'il vous faut. On fait 50-50. On crée une joint venture, on fait 50-50, vous apportez la technologie, j'apporte tout le reste. Vous avez nos infrastructures, nos équipes commerciales, le CTO, la clientèle, on va vous pousser le produit, on fait 50-50, on vous intègre dans notre offre. Il y avait un business model qui était gagnant-gagnant, mais vraiment, comme on dit, du no-brainer. Et l'avantage pour cette PME américaine, c'est que ça lui permettait d'augmenter la valorisation de son entreprise, la valuation, parce qu'il intègre des technologies et quelqu'un qui est vraiment le genre de personne qui partait en week-end dans son hélicoptère, sur son ranch. Donc, c'est pas, il ne faut pas négliger ce type de business quand on arrive de l'étranger. Et ensuite, lui, en plus, fait partie d'un plus grand écosystème. Donc, si l'entreprise se dit oui, mais on a un potentiel de beaucoup plus vaste, on peut faire plus d'impact, ben, on le fait avec un partenaire qui est déjà dans l'écosystème. On va pouvoir monter ensemble. Donc voilà, j'arrête là, mais j'ai pas mal d'autres exemples. Je vais peut-être mentionner un dernier qui est pour l'entreprise vraiment établie et parce que là, c'est vrai que je réalise que c'est le lien avec l'entreprise mature qui est déjà arrivée à un certain degré de maturité. Et l'exemple que je viens de donner, il est où? Il est dans le fait que la raison pour laquelle on n'arrive pas à dépasser ce palier, une fois qu'on arrive à un certain degré, selon la taille d'entreprise, ça dépend. Il y en a qui sont à leur filiale américaine, elle est à 1,5, 2 millions, 5, 10, peu importe. C'est vis-à-vis de sa taille, elle est suffisante pour être en point mort, voire générer du cash flow, mais elle n'arrive pas à dépasser. Et elle peut être due au fait que, à la base, on s'était trompé de partenaire. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut laisser, il faut laisser tomber les partenaires existants, sauf cas extrême. C'est plus qu'il manquait quelque chose. Et donc, c'est possible de prendre un peu un step back, en fait, de revenir un peu en arrière, se dire, OK, pourquoi on en est là? Et là, on va pouvoir peut-être trouver une opportunité qui va être, par exemple, d'insérer, si on a un distributeur, mais qu'il n'arrive pas à dépasser, il ne s'agit pas nécessairement de laisser tomber ce distributeur. Il y a soit quelque chose à faire en aval pour essayer de faire un pool, market pool, et j'ai un exemple que je pourrais montrer un petit peu de ce que ça donne. Et on l'a fait, ça a très bien marché. Ou alors, un peu plus de market push, mais en faisant par exemple un accord de ce type-là. En fait, il faut qu'on ait une présence plus proche, donc un JV de la nature dont je parlais tout à l'heure, avec cet Texan. Elle va savoir quoi faire avec non seulement ce distributeur, voire d'autres. Et donc, alors, ça, c'est juste pour expliquer un petit peu pourquoi je parlais de cette histoire-là. Euh, et pour une entreprise encore plus mature, on l'a fait assez régulièrement. Moi, j'ai le cas d'une entreprise qui, en fait, était passée par des acquisitions et puis ou reprise en main. J'ai quelques exemples comme ça. Les situations sont à chaque fois un peu différentes, mais globalement, en fait, que ce soit via une acquisition ou une reprise en main
d'une filiale un peu historique qui avait été créée par d'autres. On avait un Américain qui est parti, enfin bref, peu importe, ou un VIO, des expatriés qui sont revenus. Et donc, à un moment donné, il y a quelqu'un qui revient, qui essaye de prendre en main le business. Et finalement, ça m'est arrivé de faire je suis invité à faire un petit audit, en fait, voir ce qui se passe. Et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément d'archives, en fait, de choses qui sont des données, hein, on ne parle pas de vraies données qui sont exploitables et qui, dans certains cas, sont des mines d'or. Et vraiment, c'est rare. Moi, ça m'est presque donné envie de proposer aux gens de leur dire, laissez-moi analyser vos données, vous me devez rien. Si je vous trouve quelque chose qui a de la valeur, vous me payez. Mais là, vous me payez en partie de ce que la valeur représente. Et je peux vous dire que ça, c'est beaucoup plus élevé. Par exemple, j'en ai une en fait qui avait, en faisant l'analyse, on s'est rendu compte que leurs commerciaux, qui sont très bien, hein, vraiment très 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 bons dans le matériel, enfin, high-tech, etc. Donc des gens profil très techno, très bons commerciaux, mais ils sont suffisamment occupés justement pour ne travailler qu'avec les clients qui sont intéressés, qui expriment un intérêt. Donc forcément, quand on a du répondant, hop, on avance avec ces clients-là. Mais du coup, ça faisait, c'est qu'on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de clients qui tombaient un petit peu de côté, qui étaient laissés de côté et qui n'étaient pas animés soit par les commerciaux, soit par un autre process qu'il fallait mettre en place. Et donc, on a calculé les chiffres et je peux en partager quelques-uns pour montrer qu'en fait, c'était tout un pool en fait, de clients. Il suffisait juste de s'en occuper de façon un petit peu différente et d'aller piocher et trouver en fait quels sont les critères qui, parmi tous ces clients un peu devenus inactifs, en font des clients potentiels. Et comme c'est des produits, en l'occurrence, qui ont des valeurs importantes, une vente, c'était des dizaines de milliers de dollars. Et donc, il a suffi, c'était le retour sur investissement. J'en parle toujours parce que c'est le plus élevé que j'ai pu voir. C'était de peut-être 4000%. C'était quelque chose de phénoménal. Il suffisait d'aller faire de l'analyse et de mettre quelqu'un de mon équipe, dans l'occurrence, qui a été chercher, vraiment piocher un à un et reprendre contact pour ensuite, sans distraire les commerciaux, les alimenter avec des clients plus répondants. Et on l'a fait avec une autre entreprise qui, eux, en fait, ils avaient fait un rachat et il y avait tout un tas de bases de données venues d'anciens salons, des gens qui avaient passé commande sur un ancien système et qui, en fait, ils n'étaient pas dans le nouveau système et n'avaient pas les données nécessaires. Et donc, bref, on a fait une analyse pour essayer de voir, en fait, parmi toutes ces milliers, en fait, de contacts qui sont soit dans des systèmes déconnectés, des silos qui n'ont pas été rassemblés, soit parfois c'est dans le CRM, mais en fait, ils sont en bas du baril, quoi, hein, des gens qui n'ont jamais répondu. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est parce qu'ils ont changé de job? Le taux de rotation aux États-Unis est très élevé. Ils ont changé de job, ils ne sont pas intéressés, ce n'était pas la bonne personne, ou simplement il faut trouver une autre manière de les contacter, ou alors on ne les a pas segmentés correctement, donc on leur envoie des informations qui ne sont pas valides pour eux. Et j'ai fait un test récemment, et je peux te donner juste, et je terminerai avec ça, parce que je sais on arrive à l'heure. Euh, la- en fait, on a fait un mini-test avec une entreprise récemment. On s'est rendu compte que des gens qui n'avaient jamais répondu, même ouvert un email depuis plus de 12 mois, en fait, il a suffi de faire un petit changement parce d'identifier c'est quoi leur segment. En fait, on a pris on les a caractérisés pour se dire, OK, qu'est-ce qui pourrait les réactiver? Et donc, on a fait un test et on est arrivé à, parmi eux, je crois qu'il y avait 13% qui, en fait, ont demandé des informations alors qu'ils n'avaient même pas ouvert un email hein, en un an. Oui, Voilà. oui, oui, et ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis, Jabril. En fait, et tous les exemples que tu as cités nous ramènent à ce que tu as dit au début, c'est rechercher un peu la cause, les causes dans les racines pour bien comprendre la petite, euh, la petite chose à faire évoluer pour que voilà, on passe cette étape supérieure et comme tu as dit, peut-être faire un pas en arrière pour mieux ressauter
et pour avancer et gagner ces parts de marché ou changer comment dire, de sphère pour grimper en croissance et améliorer sa présence aux États-Unis. Donc cette approche est effectivement, on en parle pas souvent, mais c'est une approche qui se confronte vraiment à la réalité du marché, en fait, la vraie réalité. Ouais, ouais, tout à fait. Je te suis devenu de plus en plus passionné. Je suis content que tu Mm. vois ça comme ça aussi parce que les, c'est- on voit en fait les choses complètement différemment. Je pourrais donner beaucoup plus d'exemples plus tard si tu veux ou une autre fois parce que c'est quand on a une approche process, en fait, on décortique tous les process qui d'une manière ou d'une autre en fait euh, sont connectés à la génération de revenus, au succès de l'entreprise. On se rend compte que c'est tout ce qui vient en aval, étape par étape, et c'est aussi enfin, pardon, en amont, et ce qui est aussi en aval. Par exemple, on a fait une analyse une fois pour une entreprise, on se rendait compte qu'il y avait un taux de loyauté très faible des clients, alors que c'était vraiment des clients difficiles à avoir. Et une fois qu'ils avaient passé les premières commandes, ils n'arrivaient pas à répéter et ils disaient, oui, mais c'est quoi, le commercial doit gérer ça. Et en fait, c'était lié à une question de logistique qui fait que les produits il y avait des retards, il y avait des erreurs, il y avait des dommages dans le shipping. Et donc, parfois, c'est aussi, il faut faire en fait un Ishikawa diagram. Et comment le diagramme en poisson, là, en forme de poisson, on se rend compte que la cause, elle est parfois un peu déconnectée. Et bref, Mm. donc oui, c'est vrai que c'est difficile de m'arrêter, moi, quand je commence à en parler. Donc, il faut que je On m'arrête. voit effectivement que tu es passionné, Jabril. En tout cas, je te remercie vraiment pour ton éclairage sur ce marché et cette approche particulière, mais qui semble être la clé du succès d'après ce que tu nous dis. Donc voilà, moi j'invite les exportateurs qui souhaitent en savoir plus sur le sujet et qui souhaitent effectivement se développer sur ce vaste marché qui est les États-Unis à prendre attache avec toi voilà, pour échanger et puis voir si des synergies sont à mettre en place entre vous. Donc voilà, je te Plaisir. remercie encore, Jabril, et voilà, au plaisir de te retrouver au sein de Stratexio. Merci à toi, Dorian. Au revoir. Au revoir.